Dans la presse internationale, le président sud-africain Jacob Zuma fait face depuis son remaniement ministériel controversé de la semaine dernière à une révolte qui ne cesse de prendre de l'ampleur, menaçant de mettre fin à son mandat à la tête du pays. Plus que jamais isolé au sein de son parti au pouvoir, l'ANC, Zuma a lui-même reconnu lors d'un déplacement vendredi dernier au Cap-Oriental que la situation dans le pays était, je cite, mauvaise. Jamais le président n'aura été aussi contesté, estiment les analystes, soulignant que le limogeage de l'influent et très respecté ministre des Finances, Pravin Gordhan, devra unir l'opposition et des factions au sein de l'ANC contre Jacob Zuma. Alors avant d'aller plus en avant, on salue d'abord nos chroniqueurs Aziz Bousta et Rachida Chachi. Bonjour messieurs. Bonjour Naïma. Vous allez bien ? Très bien. Bonjour Aziz. Bonjour Naïma. Comment ça va Aziz ? Avec une petite extinction de voix, ça va. Vous êtes grippé. Bon, alors on va essayer de vous ménager ce matin. Rachida Chachi, pour commencer, on reproche notamment à Jacob Zuma une sorte de mainmise sur l'économie, sur le trésor, tout du moins. En tout cas, il a placé un maintenant un fidèle au ministère des Finances. Est-ce que Zuma va finir par être chassé cette fois-ci ? Est-ce que c'est l'éclatement surtout qui menace l'ANC, le parti au pouvoir ? Alors on en parle depuis au moins 2015 du départ probable de Zuma. Mais à l'époque, il n'y avait pas cette fraction profonde au sein de son propre parti, son propre camp, l'ANC. C'était principalement l'opposition qui pointait du doigt. Alors il y a plein de dysfonctionnements, c'est-à-dire si on part au niveau global, la situation socio-économique, le chômage touche entre 25 et 40% de la population active. Un habitant sur 3 continue à survivre uniquement grâce aux aides sociales, le social grant. La croissance économique recule, elle était de 5% entre 2004 et 2008. Aujourd'hui, elle est autour de 1,5%. Et l'ANC, qui est au pouvoir depuis 1994, avait promis dès le départ de régler le problème des inégalités. Depuis la fin de l'apartheid. Tout à fait, depuis la fin de l'apartheid. Et on voit que dans les faits, le pouvoir d'achat et le niveau de vie des Sud-Africains a chuté de 40% depuis la fin de l'apartheid. Ce qui est extrêmement problématique pour un parti qui prétend prendre le relais et émanciper la population noire de la mainmise de l'oligarchie blanche qui était au pouvoir avant. Or, concernant le président Zuma, alors il est fortement contesté pour différentes raisons. Alors il y a l'échec économique flagrant de l'ANC, il y a les frasques extra-conjugales qui ont touché le président Zuma, il y avait des procès, il a été acquitté. Qui a déjà plusieurs femmes. Tout à fait, même conjugal. Et ça ne lui suffit pas, apparemment. Donc, a priori, il a été acquitté. Donc, on s'arrête là. Alors, sur le plan politique, il est contesté sur sa droite par l'opposition de l'Alliance démocratique, sur la gauche par Julius Malema de l'Economic Freedom Fighters. Donc, ça, c'est pas nouveau. Mais aujourd'hui, le problème, il est au sein de l'ANC. C'est que l'ANC comprend très bien que la situation ne peut pas tenir telle qu'elle. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que si jamais la destitution du président devait passer par le Parlement, ça ne veut pas dire que l'ANC va la soutenir, parce que l'ANC est une assiette au beurre, tout le monde en mange, tout le monde en profite au sein de l'ANC, et que faire chuter Zuma sans avoir une réelle relève, à savoir quelqu'un de l'ethnie Zoulou qui pourrait perpétuer le pouvoir de l'ANC et du clan Zuma, risque de poser problème, de poser un blocage, et donc on sera probablement... ça va être probablement retardé vers 2019, vers la fin du mandat de Zuma, mais la crise politique ne sera que retardée parce qu'effectivement, il n'y a pas de relève. Alors l'ANC a effectivement connu un recul au sein des dernières élections locales, mais ce n'était pas un effondrement. C'est-à-dire, effectivement, ils ont toujours la majorité absolue au Parlement. Oui, c'est pas dit qu'ils gagnent les prochaines élections non plus. Lui, non, mais l'ANC, très probablement. Je parle de l'ANC, justement. A priori, mais il n'y a pas de réelle relève. C'est-à-dire, il y a, c'est aller vers l'inconnu. Parce l'Afrique du Sud n'a connu que l'ANC depuis la fin de l'apartheid. Et que tous les autres partis ne sont pas exempts d'accusations de fraude, d'enrichissement personnel ou de corruption. La corruption est généralisée au sein de l'élite sud-africaine. Et pour les quelques partis qui sont encore intègres, ils ne disposent pas de la base électorale suffisante pour prétendre prendre le pouvoir. Donc, ce qu'on peut espérer, ce que les Africains du Sud peuvent espérer, c'est une restructuration de l'ANC et une vraie démocratisation de l'appareil politique sud-africain, ce qui ne risque pas de voir le jour très prochainement. Alors, Aziz Bousta, est-ce que Jacob Zuma a fait perdre effectivement à l'ANC sa légitimité historique et symbolique ? Avec toutes ces frasques de corruption dont parlait Rachida Chachi. Écoutez, il est en train de lui faire perdre. Elle n'a pas encore perdu sa légitimité et elle essaie de se défendre pour ne pas la perdre, justement, parce que surfant sur le fait qu'il soit Zoulou, qu'il soit compagnon de route et de prison pendant une dizaine d'années de Nelson Mandela, qu'il ait été vice-président puis président depuis 8 ans maintenant,
Zuma a fait un peu ce qu'il voulait. C'est un type qui aime l'argent, qui aime les femmes, qui aime la vie, quoi. Mais on peut aimer la vie en respectant aussi le droit. Rachid parlait de frasques extra-conjugales. J'ai fait une petite remarque sur les frasques conjugales. Il y a sa femme sa première épouse, ou sa deuxième, ou sa troisième. Oui, parce qu'il il y en a beaucoup. Ouais, qui s'était suicidée en 2000, en laissant une lettre où elle évoquait le quart de siècle d'enfer qu'elle a vécu avec ce monsieur. Donc, Jacob Zuma est quelqu'un qui s'est oublié et qui a pratiquement monopolisé sa fonction et le parti. Il a pris donc le parti, il a placé ses hommes dans les postes clés de ce parti, les Zoulous, bien entendu. Il y a une contestation, et Rachid a raison de le dire. Pour l'instant, il n'y a pas de véritable successeur, de véritable relève, parce qu'il faut être en Afrique du Sud. Il est préférable d'être Zoulou pour pouvoir être président de l'ANC et donc président de la République. Son principal dissident et son opposant et son propre vice-président, qui est Cyril Ramaphosa, mais qui n'est pas lui Zoulou. Et donc voilà. Mais maintenant, l'ANC réagit parce que trop, c'est trop, quoi. Il y a un rapport de la médiatrice de la République absolument accablant. Zuma a des relations économiques, financières, amorales, tout ce qu'on veut avec la famille d'hommes d'affaires indiens qui s'appelle les Gupta. On a même parlé du système des Zupta, un néologisme mêlant aussi bien Zuma que Gupta. Et voilà, donc il a révoqué. Donc le 31 mars, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, je suppose, c'est parce qu'il y a eu un séisme qui s'est passé à fin mars, qui est la révocation du ministre Pravin Gordhan, qui est le gardien du temple, qui est le gardien du trésor, qui est quelqu'un d'honnête et qui est quelqu'un qui va défendre l'Afrique du Sud, et la monnaie son rang au niveau des places financières à Londres ou ailleurs. Mais c'est quelqu'un aussi qui tient tête à Zuma et au Gupta, et donc forcément il fallait un jour ou l'autre s'en défaire. C'est ce qu'il a fait. Mais il y a quelque chose de plus grave à mon sens, c'est que Jacob Zuma s'inscrit dans la droite ligne d'un Robert Mugabe, dans le sens où il voudrait remettre en cause l'accord qui avait été l'accord moral plus que politique, l'accord politique certes, mais l'accord moral qui avait été contracté entre Frédéric de Klerk et Nelson Mandela au début des années 90, qui est que on maintient les avantages économiques et on maintient les propriétés et on maintient le pouvoir économique de la petite minorité blanche. Lui, ce qu'il a envie de faire, c'est un peu du Mugabe, c'est-à-dire pratiquement pas expropriation comme ça, mais reprise du pouvoir économique par la majorité noire, qui est en partie de la grande nation Zoulou. Et ça pose un problème. Or, après 25 ans, après 25 ans, on va dire, de la fin de l'apartheid, il y a des choses qui sont en train d'entrer dans la normalité, qui est que voilà, les Noirs ont le pouvoir politique, les Blancs ont leur pouvoir économique, et les choses se passent ainsi. Mais en remettant ça en question, l'ANC tangue, l'ANC est ébranlée. Alors elle a perdu les élections communales de 2016 et elle est en passe de perdre d'autres élections. Donc ce que l'ANC veut faire maintenant, c'est de mettre en minorité au sein de l'ANC, même au sein du parti Zuma, qui sait que il ne pourra pas être réélu président en 2019, mais qui œuvre donc dans sa politique de clientélisme et de népotisme surtout à favoriser son ancienne épouse, une vieille connaissance du Maroc, Nkosazana Dlamini Zuma, qui était président de la Commission africaine contre le Maroc. Bon, enfin ça c'est notre histoire, mais il est en train de tout faire pour la mettre à sa place, pour qu'elle soit la première présidente femme d'Afrique du Sud, mais aussi qu'elle puisse protéger les arrières de son ancien mari, avec lequel elle entretient d'excellentes relations. Alors par ailleurs, il sera très difficile de déloger Zuma, parce que c'est quelqu'un qui reste quand même populaire. Comme tous les populistes que nous voyons aujourd'hui un peu partout dans le monde, c'est quelqu'un, donc en plus du fait d'être Zoulou, c'est quelqu'un qui est très proche
qui a été très proche du peuple, et donc le peuple ne l'oublie pas. C'est quelqu'un qui est connu pour ses danses enfiévrées, endiablées. C'est quelqu'un qui parle crûment. C'est quelqu'un qui s'habille d'une manière traditionnelle. Enfin, c'est quelqu'un qui a gardé sa popularité, mais qui ne passe plus au niveau des élites, lesquelles élites sont en train d'essayer de le dégommer, quoi, de l'enlever de son poste. Alors, Mélanie Freixili, effectivement, quel est l'avenir politique de Jacob Zuma? Est-ce que ce sera difficile de le déloger, pour reprendre les mots de Aziz Bousta? Déjà, on va parler de l'avenir politique de l'ANC parce que c'est un parti dont la légitimité historique est tout à fait certaine, mais qui devait, à un moment ou un autre, devenir en crise de manière inévitable, en fait. D'abord parce que depuis la fin de l'apartheid et donc l'arrivée de l'ANC au pouvoir, après qu'il ait été reconnu comme représentant légitime des Noirs sud-africains par pratiquement toutes les capitales extérieures, très longtemps avant. Quand l'ANC est arrivé au pouvoir, il n'est pas arrivé avec justement un changement de méthode de management qui a été très bien vu. D'abord parce qu'effectivement, on a maintenu les privilèges économiques des Afrikaners. Ensuite, parce que l'ANC au pouvoir était corrompu dès le départ. Nelson Mandela a laissé une fortune de plus de 4 millions à sa mort. Il n'était pas riche au départ. Donc, d'une manière générale, on est quand même dans quelque chose où il y a un système qui s'est mis en œuvre avec lequel qui avait des inconvénients, si vous voulez, majeurs, qui ont été passés sous silence. Pourquoi ? Parce que il y avait une libération de l'apartheid, d'une situation historique tout à fait détestable, et donc il était nécessaire d'en passer par là. Et aussi, il faut se souvenir que à la fin des années 80, on n'était pas non plus dans le même contexte, dans la même manière de voir la politique en Afrique. Ça a changé ces dernières années. Donc, d'une manière générale, les mœurs de l'ANC étaient peut-être moins frappantes à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, le parti en lui-même portait en lui les germes de son effondrement actuel, dès le départ. Et donc, il n'y a rien de surprenant là-dedans. Alors qu'après, il y ait une radicalisation des positions des Zuma et autres tenants de la prééminence zoulou en Afrique du Sud. Pourquoi ? C'est parce que la situation en Afrique du Sud est complexe au niveau social. Il y a quand même énormément de pauvreté, beaucoup de violence, des gens qui reviennent à l'idée d'un apartheid, y compris chez les Noirs, mais d'un apartheid qui cette fois-ci serait en faveur des nouveaux dominants, qui seraient donc les Zoulous. Donc du coup, effectivement, on est face à quelque chose qui relève d'une crise qui était prévisible. On a énormément de refoulés qui n'a pas été géré du tout. On a un système qui a été mis en place qui est très loin d'être idéal, et on le savait. Seulement, c'était la résistance, c'était des héros. Zuma n'est pas ces héros-là, et la résistance à l'intérieur du parti vient justement de ceux qui dérivent de cette lutte pour justement la fin de l'apartheid, et qui lui reprochent d'avoir trahi les idéaux du parti. Mais les idéaux du parti ont été trahis dès lors qu'il est arrivé au pouvoir. Donc la crise était inévitable, et au final, aujourd'hui, qu'elle arrive est normal, puisqu'effectivement, il y a une nouvelle génération de l'ANC que Zuma représentait qui s'est levée, et qui est contestable et qui va être contesté. Maintenant, qui pour le remplacer au sein de l'ANC, c'est pas si simple que cela. Je doute que lui ait les moyens de se maintenir, lui ou sa femme, ne serait-ce que parce qu'en Afrique, c'est de moins en moins possible, ce genre de succession-là. C'est de moins en moins acceptable, et au sein de l'Afrique du Sud, ça ne le sera pas plus qu'ailleurs. Mais la crise que traverse l'Afrique du Sud aujourd'hui, elle est profonde, elle va durer longtemps, et bien au-delà de Zuma. Alors, Talal Shakir, ce qui se passe actuellement, est-ce que, du point de vue du Maroc, est-ce que ça peut être source d'espoir pour la diplomatie marocaine qui pourra peut-être renouer le dialogue avec le successeur de Zuma, et effectivement, qui pour succéder à Jacob Zuma?
Oui, si effectivement le nouvel homme fort, effectivement. Oui, le nouvel homme fort n'est pas Zuma tout simplement. On peut espérer si il n'y a pas de différence par rapport à la lecture de notre intégrité territoriale, il n'y a pas de problème là-dessus, bien entendu qu'on peut l'espérer, on doit le souhaiter. Et il me semble que les changements vont dans ce sens-là. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que au niveau de l'Afrique du Sud, il y a des changements politiques, il y a des partis nouveaux qui arrivent, ou plutôt ceux qui se reconstituent sur des bases qui ne sont pas identitaires, mais plutôt économiques. On a notamment le parti des Bérets Rouges de Malema, qui lui-même a été chassé de l'ANC, un jeune de 32 ans, qui s'inscrit dans une vraie rébellion économique, qui propose d'exproprier les fermiers blancs et qui s'inscrit dans un programme économique et non pas un programme identitaire. Typiquement, exproprier les propriétaires blancs, c'est identitaire et c'est très très fortement idéologique en Afrique du Sud. C'est pas simplement une proposition économique. Et c'est pour cette raison que l'ANC fut le premier à le faire. Et de toute façon, c'est pour cette raison que il a lancé, il me semble, une procédure en destitution. Oui, exactement, avec une pétition et autres mobilisations. Donc il y a aujourd'hui une forme de changement qui s'inscrit avec les partis politiques, notamment l'Alliance démocratique qui a réussi à gagner une centaine de sièges au Parlement. Ils ne font pas partie du gouvernement, mais ils avancent. C'est une opposition qui avance, près de 100 sièges sur 400. Et puis vous avez aussi la gauche radicale qui également a gratté pas mal de pourcentage au niveau des régionales en 2015, donc qui a près de 10% de sièges. Il y a véritablement une volonté de se défaire aussi de cet ANC. Vous savez, l'ANC est pour l'Afrique du Sud ce que le Parti communiste chinois est à la Chine. C'est une culture, c'est un mode de combat, mais qui aujourd'hui s'essouffle, n'est plus un modèle. Et c'est pour cette raison qu'on voit apparaître une nouvelle génération. Julius Malema, à 32 ans, il s'inscrit un petit peu comme le nouveau Mandela, celui qui redonne un nouveau ton, un nouveau rythme quelque part au combat racial en Afrique du Sud, qui, faut-il le rappeler, reste toujours un vrai combat. Attention, l'apartheid effectivement officiellement a disparu, mais les ségrégations sociales, les inégalités, on les lit encore aujourd'hui. Donc il y a véritablement un espoir, celui de voir arriver de nouveaux partis, en tout cas que l'ANC lâche du terrain. L'ANC ne disparaîtra pas, c'est vraiment l'ADN, j'allais dire, de l'Afrique du Sud, mais elle pourrait lâcher du lest par rapport à des élections qui seraient des élections libres. Ils l'ont montré au niveau régional. Aux futures législatives, il faut s'attendre certainement à beaucoup moins de sièges pour l'ANC, qui aujourd'hui compose avec le Parti communiste, qui lui aussi s'oppose à Zuma, puisque d'abord il y a une opposition externe, mais aussi une opposition interne. Zuma a contre lui son trésorier, son vice-président, le secrétaire général de l'ANC, beaucoup de monde. Donc son pouvoir s'essouffle, et c'est vrai qu'on peut, après presque 8 années de zoumisme, si on peut l'appeler comme ça, eh bien anti-Maroc, on souhaite que la nouvelle approche soit une approche favorable, d'autant que on sait bien que Sa Majesté a visité l'île de Madagascar, pas loin de l'Afrique du Sud. On sait bien qu'il y a aussi des symboles assez importants, et on souhaite que l'Afrique du Sud, qui est un grand pays, comprenne en tout cas l'intérêt de l'Afrique, l'intérêt de cette coopération. Et c'est parce que l'Afrique du Sud reste une puissance économique, il faut bien le rappeler, c'est un pays développé par rapport à l'Afrique. Donc il y a beaucoup de potentiel à avoir, et puis il y a aussi un intérêt très marqué économiquement. Donc l'avenir, l'ANC restera, Zuma partira certainement, l'ANC perdra du terrain au profit de partis, notamment des partis qui revendiquent une nouvelle forme quelque part identitaire qui serait économique, qui s'inscrirait dans un vrai programme de lutte contre la ségrégation, mais par la croissance économique. Moi je vois en Malema le futur Mandela avec ses idées, et puisqu'il est aussi il a été chassé de l'ANC à 32 ans parce qu'il a été indiscipliné. Indiscipliné veut dire dénoncer la corruption au sein de l'ANC. Donc, Malema, tout à l'heure, Aziz Bousta parlait du vice-président Ramaphosa, qui lui aussi a peut-être des chances de succéder à Jacob Zuma. Mélanie Freixi, vous vouliez réagir tout à l'heure par rapport à ce que disait Talal Shakir et les expropriations? Alors, par rapport aux expropriations, je disais juste que c'est une mesure qui en soi est idéologique et qui s'inscrit dans une fracture de la société qui n'est pas du tout réglée, qui est la fracture raciale, effectivement, ethnique, plus que raciale d'ailleurs. Et ça posera problème encore très très longtemps. Quant à ce jeune homme devenant peut-être le futur Mandela, c'est pas vraiment possible. Malema. C'est pas vraiment possible parce que Mandela et sa légitimité venaient du fait qu'il avait été en prison et résistant. Donc il sera peut-être un futur grand homme politique, mais cette légitimité-là qui faisait que Mandela n'était pas questionnable ou qu'on ne pouvait pas le remettre en cause d'une quelconque manière parce que pour ses convictions et parce que cette figure était devenue, avait cristallisé autour d'elle
toute l'injustice et l'aberration de l'apartheid, plus personne ne l'aura jamais. Et c'est bien. Et c'est bien. On a besoin de ce genre de figures tutélaires pour fonder des nations. On en a besoin pour fonder des idéaux forts. Il est évident qu'à chaque génération d'hommes politiques, on ne peut pas en avoir, sinon ça signifierait que le pays serait tout le temps en crise. Je ne souhaite pas cela à l'Afrique du Sud. Rachida Chachi, je vous laisse réagir. Et est-ce qu'il y a finalement, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il y a un retour, un risque à un retour de conflit racial ? C'est là où je voulais en venir, c'est que dans cette région du monde, notamment en Afrique du Sud, le problème, alors il y a la légitimité historique certes, mais également la base électorale qui est également la base ethnique, parce que ces deux-là sont fortement corrélés en Afrique du Sud, et qu'effectivement tout à l'heure on en parlait, moi et Boustia, concernant l'ethnie zoulou, c'est qu'effectivement c'est une ethnie qui est dominante, c'est une ethnie qui a également une histoire très particulière, elle a résisté aux Anglais, donc également une légitimité ethno-historique en quelque sorte. Et c'est d'où le fait que Zuma était prêt à mettre en place un chaos pour se maintenir. Parce que les violences xénophobes contre les étrangers, qui étaient alimentées également par Zuma et par le roi des Zoulous, étaient dues au fait que l'ethnie Zoulou craignait que l'arrivée massive d'étrangers, une fois naturalisés et pouvant voter, allait déstabiliser la balance ethnique en faveur des ethnies minoritaires qui pourraient s'allier, comme on l'a vu durant les élections locales, déstabiliser le poids relativiser le poids démographique des Zoulous et que cela pourrait se traduire également au niveau des élections législatives, ce qui amènerait à la perte de la majorité absolue au niveau du Parlement. Parce que quand on voit les résultats des dernières élections, là où l'ANC est redescendu en dessous de la barre des 50%, c'est dans les grands centres économiques fortement cosmopolites. Tandis que dans les fiefs zoulous, ils sont toujours majoritaires et il n'y a pas eu d'important recul. Donc le cosmopolitisme et l'affaissement du sentiment identitaire ethnique est une menace pour l'ANC et donc par définition l'ANC n'étant que le volet politique de l'ethnie zoulou et des ethnies alliées à l'ethnie zoulou. Il n'y a pas que les zoulous. Donc voilà, effectivement les violences xénophobes pourront redémarrer d'ici 2019 parce que c'est l'un des moyens de détourner l'attention des Sud-Africains et de verrouiller le système sur une base politico-ethnique afin de maintenir les privilèges de l'ANC. Alors, Mélanie voulait réagir et on terminera avec Aziz Boustin. Oui, je suis d'accord avec l'analyse là-dessus de Rachid, si ce n'est que, en fait, c'est un combat qui est perdu d'avance. Parce que c'est un combat qui est perdu d'avance parce que la modernité n'est pas réellement compatible avec le fait de maintenir une dimension ethnique aussi forte. En revanche, une dimension raciale ou racialiste en Afrique du Sud, malheureusement, ça c'est vraiment c'est un monstre qui est pas rentré dans la boîte. Hein. C'est les vieux démons. Et clairement, et qui va ressortir encore un peu plus. C'est-à-dire que vous allez avoir deux choses, des violences ethniques et des violences raciales, et les violences raciales perdureront très largement après que les violences ethniques soient devenues pour la nouvelle génération vides de sens, à mon sens. Aziz Boustin, pour finir. Oui, il y a aussi autre chose sur cette question d'ethnie, c'est que la population blanche, qui détient donc une grande partie du pouvoir économique, a aussi des connexions à l'extérieur, et essentiellement dans la City de Londres, et ça va être assez compliqué de les déloger, de les exproprier. Maintenant, je voudrais revenir sur cette question que vous aviez posée. Oui, avec le successeur de Zuma et les futures relations avec le Maroc. Avec le Maroc. Alors, il se trouve qu'il n'y a pas de problème de fond entre le Maroc et l'Afrique du Sud. C'est un problème personnel avec Zuma, on peut dire la famille Zuma, puisque c'est Jacob Zuma et son ex-épouse Dlamini. Oui. Voilà, Dlamini Nkosazana Zuma, qui ont un problème. On rappelle que Nelson Mandela avait eu le soutien financier et militaire du Maroc pendant la lutte contre l'apartheid, que juste après sa sortie de prison, il était venu au Maroc pour remercier Hassan II pour l'aide qu'il lui avait procurée, et puis il avait reçu le docteur Abdelkrim Khatib qui avait, lui, œuvré à lui donner de l'argent et des armes pendant la période noire de l'apartheid, et donc il l'avait reçu en grande pompe chez lui à Johannesburg ou à Pretoria, je me souviens plus, et il avait fait ovationner. Donc ça c'était Nelson Mandela. Or maintenant il y a la très respectée et très influente fondation Nelson Mandela, qui, elle, se souvient encore des relations qu'il y a eu entre le président Mandela et le Maroc. On peut penser, on peut légitimement penser que si la famille Zuma part, les relations redeviendront comme elles étaient. Et il ne faut pas oublier que si les relations ont été plus ou moins rompues en 2004, quand l'Afrique du Sud de Thabo Mbeki, à l'époque,
avait reconnu la race et le Polisario qui va avec. Oui, voilà, c'était pas un grand ami du Maroc. Mais c'était pas Thabo Mbeki, justement. À cette époque-là, c'était Jacob Zuma qui était vice-président. Et d'après les informations qu'il y a, c'est que la fameuse lettre qui rompt avec toute la tradition diplomatique universelle, il faut lire cette lettre qu'avait envoyée Mbeki au roi Mohamed VI. C'était un moment où il y avait Jacob Zuma qui gérait ça et qui avait donc influé là-dessus. Alors je pense que juste après, alors en 2005, Zuma avait été poursuivi pour une grosse affaire de corruption qui implique Thales et la France. Et il avait été après blanchi pour vice de forme. Et donc, il avait été débarqué juste après par Thabo Mbeki, qu'il avait révoqué de son poste de vice-président. Et les relations n'étaient pas si mauvaises à partir du moment où Zuma était parti. C'est ce qui me permet de dire que c'est une affaire qui concerne d'abord Zuma avant qu'elle concerne le gouvernement sud-africain. Donc on va attendre de voir. Vu comment les choses se passent actuellement, ça va être très difficile pour lui de se maintenir ou de garder un minimum de légitimité ou au moins de placer son ex-épouse. Donc on peut considérer raisonnablement qu'en 2019, les relations pourraient redevenir telles quelles, surtout entre le Maroc et l'Afrique du Sud, surtout que le Nigeria